à partir de la définition. Donc, on disait que deux définitions sont très importantes ici. La définition d'un processus, c'est un ensemble d'activités corrélées et interactives qui va transformer des données d'entrée en données de sortie. La deuxième définition, c'est le management des processus. C'est un mode de management reposant sur la logique, l'analyse et le bon sens, adapté aux logiques de fonctionnement des entreprises de production, mais également de services. Donc, mettre en œuvre et en place un mode de management par les processus permet de répondre à la complexité du système par une meilleure coordination des activités, une meilleure accroissement de la satisfaction des clients et des autres parties intéressées. Ce que la norme exige par rapport au processus, ce sont 6 étapes principalement. Tout d'abord, d'identifier le processus nécessaire pour son système de management, tous les processus, et de déterminer les séquences et les interactions entre ces processus. La deuxième étape, c'est de mettre en œuvre ces processus. Ensuite, s'assurer de la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au bon fonctionnement de ces processus. Et d'assurer, en quatrième lieu, le bon fonctionnement par un pilotage correct et la maîtrise de ces processus. Par la suite, il faut surveiller et évaluer les processus. Et enfin, il faudra mettre en œuvre des actions nécessaires pour obtenir les résultats prévus et l'amélioration continue de ces processus. Donc, la mise en place de l'approche processus va être fonction du contexte surtout, mais aussi des conditions de chaque laboratoire et des particularités de chaque laboratoire. Par contre, tous les processus, on insiste dessus, identifiés dans un laboratoire, doivent être décrits et formalisés dans un document généralement appelé fiche processus. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le système de management de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale. Un laboratoire est généralement scindé en familles d'activités distinctes qui communiquent entre elles et qui concourent à la réalisation du résultat. L'ensemble de ces activités servent donc à transformer une demande d'analyse en un résultat d'analyse. Ces familles d'activités sont en fait des processus. Et la norme ISO 15189 subdivise ce macroprocessus, qui est la biologie médicale, en 3 grands processus. Le premier, c'est le management, qui comprend notamment le pilotage du laboratoire, la maîtrise de la documentation, la gestion des réclamations clients, la gestion des non-conformités, les actions d'amélioration ou d'évaluation du système via les audits. Le deuxième processus, c'est le processus technique, appelé aussi processus de réalisation, qui comprend 3 phases, la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique, avec, on a insisté tout à l'heure, les prestations de conseil. Le dernier type de processus, c'est les processus support. Ça comprend les achats, la gestion des locaux, du matériel, la gestion des ressources humaines, la gestion de l'informatique, entre autres. Généralement, l'Organisation mondiale de la santé donne 12 points pour la maîtrise du processus, des processus de management de la qualité dans les laboratoires. Ils sont appelés points essentiels du système de management de la qualité. Ce sont des recommandations formulées par l'OMS sur la base d'un document du Clinical and Laboratory Standards Institute. Ça donne une idée générale sur les composants essentiels d'un système de management de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale et ça regroupe principalement les éléments qu'on a vus précédemment. Tout d'abord, l'organisation, représentée par une structure organisationnelle fonctionnelle, la planification de la qualité et la revue de gestion. Le deuxième point, c'est le personnel. Ça sous-entend la gestion, la promotion et la formation du personnel pour qu'il réalise les activités professionnelles de façon compétente. On le dit souvent, mais on doit insister toujours dessus, la plus importante des ressources d'un laboratoire, c'est le personnel compétent et motivé. Donc, il faut veiller toujours à la compétence de son personnel et surtout, toujours veiller à la motivation de son personnel. Le troisième point, c'est l'équipement, bien les équipements généralement, qui doit considérer le choix du bon matériel par l'établissement de spécifications techniques et d'un cahier de charge correct, la réception et la mise en marche correcte et la qualification de cet équipement, et la maintenance des équipements critiques pour la qualité de service maintenue.
Le quatrième point, c'est l'approvisionnement et la gestion des stocks. Ça implique la mise en œuvre et la maîtrise d'un processus d'achat ou d'approvisionnement, de réception, de vérification et de gestion des matériels réactifs ou consommables. Là aussi, c'est un lien fort avec les recommandations techniques de l'ISO 15189. Le cinquième point essentiel, c'est le contrôle de processus, qui demande de prendre en compte la conception, l'implémentation, le contrôle et la maîtrise du changement des processus techniques, qu'on appelle processus cœur du métier, et les processus de management et le processus support. Le sixième point essentiel, c'est la gestion de l'information. Le produit fini d'un laboratoire, c'est l'information. Elle est représentée par un compte rendu de résultats. Le laboratoire est responsable des informations du patient, ainsi que des résultats des rapports sous forme papier ou électronique. Le septième point essentiel pour la gestion d'un système de management de la qualité, c'est les documents et les enregistrements. La bonne gestion requiert la mise en œuvre d'un système de gestion documentaire adéquat. De nombreux points essentiels du système de management de la qualité se chevauchent. Il y a des liens forts entre ces systèmes et ces points. Et le plus important, qu'on donne souvent comme exemple, c'est le lien entre documents enregistrement, d'une part, et la gestion de l'informatique de notre part. Le huitième point, c'est la gestion des problèmes. Un laboratoire peut se tromper, mais il n'a pas droit à l'erreur. Une erreur de laboratoire est un événement qui n'aurait pas dû arriver ou bien se produire. Pour cela, il est nécessaire de collecter et d'analyser les informations relatives en non-conformité, ainsi que les actions correctives et d'amélioration continue relatives. Le neuvième point essentiel, c'est l'évaluation. C'est un outil pour examiner la performance du laboratoire et c'est un outil aussi pour comparer aux normes et aux autres pairs qui existent, aux autres laboratoires qui utilisent les mêmes méthodes, les mêmes équipements ou bien qui font les mêmes prestations. Donc, ça va aussi par le biais d'évaluation interne, par des contrôles internes de la qualité, et par des comparaisons interlaboratoires et une évaluation externe de la qualité. Le dixième point, c'est l'amélioration des processus, qui consiste à continuellement rechercher l'amélioration des performances, notamment par la réduction des défaillances et l'identification des gaspillages et des pertes. Le onzième point, c'est le service aux clients. Les services aux clients nécessitent l'identification des clients internes et externes pour savoir leurs attentes, leurs exigences et veiller à la satisfaction de ces exigences. C'est le motif même d'existence d'un laboratoire de biologie médicale. Le dernier point, c'est les bâtiments et sécurité. Ça contient l'organisation physique et environnementale du travail et les pratiques de sécurité. Donc, en conclusion, la mise en œuvre ou la mise en place d'un système de management de la qualité en biologie médicale va permettre d'avoir un fonctionnement de laboratoire plus efficace et par là même de fournir des résultats plus fiables. Les patients seront diagnostiqués plus rapidement et avec un résultat correct. Le laboratoire est donc capable de mieux maîtriser les coûts et au final de donner confiance au laboratoire. La mise en œuvre d'une démarche qualité est un enjeu collectif où chaque personne participe et joue un rôle important. La recherche de l'implication de l'ensemble du personnel est donc indispensable. Il vise à contrebalancer l'isolement des pratiques et les éparpillements des efforts. Et ça permet une homogénéité des pratiques et des activités. Mais aussi, ça permet d'éviter l'incompréhension qui peut s'installer au sein des équipes lors de la modification des pratiques. Ce travail sur l'implication de chacun va permettre ainsi de créer une synergie dans le groupe, dans l'équipe de travail, qui vont donner un travail plus efficace et des résultats plus fiables. Ça va favoriser le travail en équipe tout en créant une ambiance positive autour de la démarche et valoriser les compétences de chacun. Ça va aussi permettre de mettre en place une culture qualité, sur laquelle on insiste toujours, et de réfléchir par processus et non par hiérarchie, en permettant des échanges et en mettant en avant le leadership et l'engagement de la direction générale. Généralement, au final, si on respecte les exigences de la norme 15189 et si on adopte
les fameux 12 points essentiels recommandés par l'OMS, on arriverait à une cartographie des processus ressemblant à ceci. Ça va du prélèvement au résultat pour donner satisfaction aux patients et aux prescripteurs. Et ça regroupe les trois grands processus, ou bien sous-processus, le processus de management et de pilotage, le processus technique avec ses trois phases, pré-analytique, analytique et post-analytique, et les processus support, gestion humaine, achat, équipement, métrologie, locaux et ambiance et informatique. Donc, cette cartographie de processus, vous allez en trouver pas mal sur Internet. Ça se ressemble plus ou moins, mais ça donne généralement un aspect ou bien une cartographie typique d'un laboratoire de biologie médicale qui va se ressembler systématiquement. Il faut toujours faire les liens avec les chapitres de la norme pour pouvoir suivre toutes les actions et avoir des retours convenables par rapport aux décisions et par rapport aux résultats obtenus. Le point suivant sur lequel on voudrait insister, c'est le manuel de qualité. La norme liste les exigences du système de management de la qualité dans le paragraphe 4.2. Elle précise notamment les exigences relatives à la documentation. Et le document vraiment central à évoquer ici, c'est le manuel qualité. C'est un document clé qui décrit comment un système de management de la qualité du laboratoire est organisé, les responsabilités de la direction, les références aux processus et procédures, ainsi que la politique qualité. Il doit être tenu à jour, c'est-à-dire revu et révisé périodiquement, mais aussi diffusé, surtout pour le personnel, les membres du personnel, mais aussi pour les parties intéressées ou les collaborateurs de laboratoire. Le point suivant, c'est la politique qualité. Selon le paragraphe 4.1.2 de la norme, ISO 15189 dans sa version 2012, la direction a pour responsabilité de s'engager formellement dans la démarche qualité, c'est-à-dire de répondre aux besoins des utilisateurs du laboratoire, patients et prescripteurs principalement, de communiquer et sensibiliser le personnel du laboratoire à respecter les procédures en vigueur pour satisfaire les clients, d'établir la politique et les objectifs qualité, c'est ce qui nous intéresse, de définir les responsabilités et les autorités de chacun et de garantir la disponibilité et l'adéquation des ressources nécessaires. Tout type de ressources, qu'elles soient financières ou autres. La politique qualité, c'est le fruit de la rédaction des idées de la direction et des intentions relatives à la qualité d'un laboratoire. La politique est donc un document synthétique définissant la volonté de la direction à répondre aux exigences réglementaires et normatives et reprenant tous les axes stratégiques du laboratoire en termes de qualité pour y répondre. Les axes peuvent être relatifs à plusieurs items, tels que la performance analytique du laboratoire, la satisfaction des utilisateurs, la conformité des bonnes pratiques professionnelles, la maîtrise des phases pré- et post-analytiques. La politique qualité doit être datée, signée et approuvée par la direction, communiquée à l'ensemble du personnel par différents moyens, tels que les affichages, les logiciels qualité qui sont actuellement utilisés, et elle peut être, ou elle doit être aussi, diffusée aux autres parties intéressées éventuellement. Elle doit être revue périodiquement afin qu'elle réponde en permanence à la stratégie du laboratoire. Afin d'appliquer la politique qualité à tous les niveaux, le laboratoire doit traduire cette politique qualité en objectif qualité. Un objectif qualité ne se définit pas sans une méthodologie rigoureuse, car un objectif est un élément qui va être évalué en permanence par la direction pour piloter le laboratoire et les processus et prendre des décisions systématiques. Un objectif doit traduire ce qu'on recherche à atteindre pour un axe bien précis. Pour cela, l'objectif ou la définition de l'objectif doit répondre à une stratégie dite SMART. S pour simple ou spécifique et significatif. M pour mesurable. A pour accepté, actionnable et atteignable, c'est-à-dire pas de discussion possible pour son interprétation, mais
il y a une possibilité de mener des changements en fonction des résultats obtenus. R pour réaliste et réalisable. Et enfin, T pour temporellement défini. Il doit être défini dans le temps pour pouvoir par la suite le juger à un temps bien précis. Les objectifs qualité sont habituellement regroupés dans un tableau de bord. C'est un outil de management de la direction. Le tableau de bord compile les objectifs, les indicateurs associés, et permet de les suivre dans le temps et surtout de les évaluer. Généralement, on le fait lors des revues de direction. La mise en place d'un système de management de la qualité ne garantit pas donc que le laboratoire ne fait pas d'erreur, mais ça donne confiance en la capacité de celui-ci à détecter les erreurs et à faire en sorte qu'elles ne réapparaissent pas. C'est l'objectif même d'un système de management de la qualité. En dernier lieu, entreprendre une démarche d'accréditation selon quel modèle? Généralement, on adopte un modèle à 5 étapes. Initialement, il faudra préparer le terrain avec la mise en place d'un système de management de la qualité, en intégrant les fameux 12 points essentiels et en préparant la documentation nécessaire. Ensuite, il faut choisir d'abord une portée d'accréditation que le laboratoire maîtrise parfaitement. En termes simples, le laboratoire doit choisir pour quels paramètres il veut être accrédité, dans quelle matrice et selon quelle méthode analytique. Cette portée d'accréditation, il faut la choisir de telle façon qu'on y ait assez de données par rapport à ce paramètre ou bien à cette analyse. Il faut aussi qu'il y ait un savoir-faire important derrière. Bien sûr, il faut faire les évaluations périodiques de la qualité, interne et externe, pour être au top sur le plan managérial et sur le plan technique en parallèle. En étape 3, il est nécessaire de faire vivre son système de management de la qualité. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas aller trop rapidement vers l'accréditation, à risque de la perdre. Donc, il faut laisser le système acquérir une certaine maturité. Comment? Par des audits internes, en moins 2, et par des revues de direction périodiques, en moins 1, selon les exigences de la durée. Donc, il faut, une fois ces éléments maîtrisés, on peut passer à l'étape 4, c'est-à-dire, une fois maîtrisés tous les éléments précédents, on peut déposer une demande d'accréditation auprès d'Algerac et subir l'évaluation d'accréditation. L'évaluation d'accréditation, comme on l'a précisé tout à l'heure, elle est réalisée par un groupe d'experts, une équipe d'évaluation composée de groupes d'experts, généralement des gens du domaine, c'est des gens qui font la même chose, qui utilisent les mêmes prestations, qui travaillent dans le même domaine. Et ça permet de donner la crédibilité à une équipe d'évaluation. La dernière étape, pour moi, c'est la plus importante. Pourquoi? L'accréditation ou un laboratoire accrédité, c'est un challenge. Mais le maintien de l'accréditation, voire l'extension de la portée d'accréditation, c'est la vraie réussite d'un laboratoire de biologie médicale. On a dit tout à l'heure, tout à fait au début, que l'accréditation était synonyme de compétence. De la même façon, perdre l'accréditation est synonyme de perte de reconnaissance de compétence. C'est un terme très difficile à vivre pour un laboratoire qui a déjà été accrédité auparavant. En Algérie, le processus d'accréditation, le cycle d'accréditation, est généralement composé de 2 cycles. La première accréditation est valable 3 ans, moyennant des visites de surveillance annuelles. Il y aura une évaluation initiale avec 2 évaluations de surveillance et une évaluation de renouvellement. Cette accréditation peut être renouvelée pour des périodes de 4 ans, moyennant des visites de surveillance plus larges de 15 mois. C'est-à-dire on fait plus confiance à un laboratoire qui a déjà été accrédité auparavant. Donc, comme on a dit tout à fait au début, on ne peut pas faire la norme dans sa totalité dans un webinaire. Il faut savoir que la norme est faite, ou bien la formation sur la norme est faite sur des DU, sur plusieurs semaines. Mais au moins, on a pu éventuellement avoir un aperçu sur la structure de la norme, les points essentiels à faire ressortir de la norme
et ce qu'il faut faire et mettre au point pour s'engager dans une démarche d'accréditation. Je vous remercie pour ce passage et j'espère que les informations qui ont été données sont utiles, vous seront utiles dans votre quotidien, vous aidera à évoluer dans vos carrières respectives. On peut éventuellement ouvrir le débat et je vous laisse, pour les gens qui veulent aller plus loin dans la recherche de l'information, il y a le site et les documents Algera qui sont disponibles sur le site. Le site a été récemment réorganisé, donc certains documents ne sont pas tous disponibles, mais la majorité y sont. Le site et les guides COFRAC pour la lecture en français, les guides du Clinical Standard Institution et le guide de l'OMS pour le management de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale. Il est téléchargeable gratuitement. Il y a de très très bonnes illustrations et de très très bonnes simplifications et des explications par rapport aux exigences de la norme. Il y a aussi certains MOOC, des formations en ligne pour le management de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale. Ils sont très intéressantes et qui vont un peu plus dans les détails par rapport aux exigences de la norme. Je vous remercie et on ouvre les débats éventuellement. Merci, docteur Agueni. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la rubrique message pour que docteur Agueni puisse répondre. Alors, première question de Emin. Il dit, est-ce qu'il y a des labos accrédités en Algérie? Oui. Il faut savoir que l'accréditation selon la 15189 en Afrique, carrément, à un certain moment, il y avait deux laboratoires. Un en Afrique du Sud et un en Algérie, à Hassim Sow. Par la suite, il y a un deuxième laboratoire en Algérie, c'est le laboratoire du professeur Bouskin, pour la PMA, la procréation médicalement assistée. Et il y a aussi le laboratoire des gendarmes au Maroc et récemment un deuxième laboratoire privé au Maroc. Donc en fait, en Algérie, il y en avait deux. Un des laboratoires n'a pas renouvelé pour cette année, mais un laboratoire est déjà accrédité en Algérie, en moins un. Okay. Il dit une autre question, est-ce que Algérac elle-même est accréditée? Les organismes, là aussi c'est une notion qu'on a dû éclaircir. Les organismes accréditeurs fonctionnent selon une norme, la 17011. Donc, les organismes accréditeurs, à la différence des organismes de certification, il n'existe qu'un seul organisme accréditeur par pays. Pourquoi? Pour donner une crédibilité à l'accréditation. C'est-à-dire, si on s'amuse à donner qu'il y ait une concurrence entre les organismes accréditeurs, il y aura certainement des défaillances ou bien des pertes, comme c'est ce qui se passe avec la certification en quelque sorte. Certaines certifications, malheureusement, s'achètent carrément. Donc, l'accréditation, pour garder la crédibilité, il n'y a qu'un seul organisme accréditeur. Donc, comment ces organismes accréditeurs obtiennent une certaine reconnaissance? Il y a ce qu'on appelle un processus de reconnaissance des pairs. Algérac subit elle-même des évaluations par l'EA, European Accreditation, et l'ELAC, l'International Accreditation of Laboratory. Donc, périodiquement, il y a des audits que l'EA, l'European Accreditation, font subir à Algérac pour obtenir la reconnaissance. Donc, Algérac est reconnu par l'EA, par l'ELAC, depuis quelques années. Ils sont dans leur deuxième cycle de reconnaissance, mais malheureusement, ils ne sont pas reconnus pour l'ISO 15189, pour la simple raison qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires accrédités. Généralement, l'EA, pour qu'elle donne la reconnaissance à un organisme accréditeur, il faut qu'il y ait au moins 3 laboratoires accrédités. À un certain moment, on était 2 en Algérie, ils étaient 2 en Algérie, et maintenant, il n'y en a qu'un. Donc, une fois arrivé à 3, Algérac pourra formuler une demande de reconnaissance auprès de l'EA pour être reconnue pour la 15189. Mais elle est reconnue pour les autres, pour la certification, pour la 17025. Donc, elle a obtenu déjà la reconnaissance de l'EA. Parfait. Ça sur l'échelle internationale. Pardon. Oui. Et une autre question, ils disent, est-ce que l'accréditation est payante? Oui. L'accréditation est payante et même ça coûte un peu cher en Algérie, sincèrement. Donc, mais il y avait un certain programme d'accompagnement pour les entreprises. Je ne sais pas s'il est appliqué en biologie médicale, on ne le sait pas. Mais pour les entreprises, les moyennes entreprises en Algérie, pour favoriser surtout l'exportation des produits algériens, à un certain moment, ils obtenaient
auprès du ministère de l'Industrie certaines facilités par rapport au paiement et par rapport à des facilités par rapport à l'accréditation, c'est-à-dire ils ne vont pas payer la totalité dessus. Ok, on va prendre encore deux questions. Donc, ils disent au bout de combien de temps un laboratoire de biologie médicale peut-il avoir son accréditation après dépôt de dossier? Non, là, c'est très simple. C'est très simple. Parce qu'une fois la demande, c'est-à-dire, vous allez voir sur le site d'Algera qu'il y a le doc 1. C'est le document qui regroupe, c'est la demande d'accréditation. Donc, c'est un formulaire à remplir qui compile les exigences techniques et managériales. Il y a aussi un dossier à fournir, un dossier administratif. Une fois le dossier réceptionné auprès d'Algerac, il est étudié, une étude de recevabilité. Si le dossier est recevable, systématiquement, une évaluation est programmée très, très rapidement. Bon, je ne vais pas dire les dates, mais très, très, très rapidement. Alors, Bon. il y a une question. L'accréditation par Agerac ne signifie-t-il pas une reconnaissance internationale? Est-ce que Si, oui? si. L'accréditation en elle-même, selon une norme internationale, est une reconnaissance internationale. C'est systématique. Sauf que là, Algerac n'a pas obtenu une reconnaissance par rapport à ses pratiques à elle-même, par rapport à l'ISO 15189. Pourquoi, encore une fois? Pour la simple raison qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires accrédités en Algérie. S'il y en avait beaucoup, ça va consolider cette reconnaissance internationale. Mais être accrédité selon une norme internationale, c'est une reconnaissance internationale. C'est aussi simple que ça. Parfait. Il y a une autre question de Walid. Est-ce que Algerac forme les auditeurs? Oui, Algerac forme des auditeurs, il forme des équipes d'évaluation, ce qu'on appelle les équipes d'évaluation. Donc, c'est un processus de sélection. Il y a une présélection et par la suite, ben, il y a des cycles de formation répétitifs pour maintien de compétences. Donc, il y a le fort 20, je pense, le CV. Vous allez le retrouver sur le site d'Algerac. Vous pouvez le remplir, l'envoyer à Algerac. Et éventuellement, en cas de besoin, ils vont systématiquement vous contacter selon votre domaine de compétences. Partie managériale qualité ou bien partie technique, selon les cas. Okay. Donc, Il y a une... Algerac recrute des évaluateurs, des auditeurs, et par la suite, elle les forme pour le maintien des compétences, pour les faire sortir sur terre. Parfait. Il y a une question de Mariam. Elle dit pourquoi les laboratoires publics tels que Pasteur ne sont pas accrédités? Bon, Pasteur, d'ailleurs, le labo de grippe, il était accrédité à un certain moment, mais pas selon la 15189, selon la 17025. Et par la suite, il y a eu retrait d'accréditation. Bon, les raisons peuvent différer. Bon, les gens d'interne vous diront plus, mais c'est une culture, principalement. Les laboratoires étatiques en Algérie ne vont pas vers l'accréditation parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de blocus, on va dire, surtout administratifs et même techniques parfois. Ok, parfait. Alors, il y a une question de Islam. Donc, European Accreditation est au sommet de l'hierarchie. Oui, Est-ce que oui ou non? oui. L'European Accreditation, c'est-à-dire même le COPRAC, ou bien le BILAC en Belgique, ou bien toutes les institutions, les organismes accréditeurs par pays, on a dit qu'il n'y en a qu'un seul par pays, en France c'est le COPRAC, sont reconnus par l'Europe. Ils demandent une reconnaissance par l'Europe. C'est-à-dire c'est le sommet régional pour l'accréditation. L'EA, qu'est-ce qu'elle va faire en termes simples? C'est-à-dire ils vont venir, il y a une norme, on a dit, l'ISO 17011, selon laquelle doit fonctionner Algerac ou bien tout organisme accréditeur. Et l'EA, quand elle vient pour l'évaluation de reconnaissance, elle va vérifier que les exigences de la 17011 sont bien respectées et bien mises en place par l'organisme accréditeur. Si c'est bon, il obtient une reconnaissance initiale pour 2 ans et par la suite renouvellement pendant 4 ans. Normalement, si je me trompe. Ok, parfait. Alors, on va prendre une dernière question de Rias qui dit que je suis étudiant en toxicologie. Que me conseillez-vous comme diplôme complémentaire? Ben, il y a beaucoup de diplômes. Hein, là, là c'est vraiment très vaste. Hein. Mais ben, je crois que c'est selon les préférences personnelles hein, par la suite. Anna, sincèrement, c'est même l'esprit, pourquoi j'ai adhéré facilement à l'esprit d'AQN, d'Algérie Qualité Network, c'est le fait de transmettre ces valeurs de qualité. On en a besoin.
Sincèrement, la notion de qualité est absente. On va dire que le privé, c'est plus ou moins, mais l'étatique, pratiquement complètement absent. On fonctionne toujours aux anciennes méthodes. La plupart des enregistrements sont documentaires sur support papier. C'est très difficile de gérer par la suite l'information. Sincèrement, je suis tenté par des formations dans le domaine du management. Pour moi, c'est le plus important, dans un deuxième temps. Parfait. Je vous en prie de couper vos micros. Ça pour ne pas. Merci. Alors, il y a Dr Boutaba qui dit, est-ce que l'accréditation sera obligatoire dans un futur proche? Bon, sincèrement, personne ne le sait. Mais vous savez, généralement, c'est des décisions politiques. Par la suite, elles deviennent réglementaires. Et lorsque ça devient réglementaire, ça va primer sur tout ce qui est normatif. Même le premier principe, c'est-à-dire l'utilisation volontaire, va disparaître. C'est le cas, on a cité tout à l'heure, COPRAC en France. Ils ont rendu l'accréditation sur la 15 obligatoire. C'est une décision politique. Les autorités ont choisi, en adoptant une nomenclature interne nationale, de rendre l'accréditation selon la 15 obligatoire. Maintenant, en Algérie, Algérac a essayé de faire un travail dans ce sens, c'est-à-dire au moins de sensibiliser le ministère de la Santé par rapport à l'accréditation, mais il y a encore des problèmes de communication en Algérie, entre ministères, entre organismes. C'est vraiment très difficile. On avait une chance, avec la rédaction de la nouvelle loi de santé, et Algérac a essayé de se placer dans ce sens pour mettre au moins des chapitres, même avec le statut des laboratoires de biologie médicale qui a été revu, mais rien de concret jusqu'à présent. Mais il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de flux d'informations vers le ministère de la Santé qui vont dans ce sens. C'est-à-dire, au moins, de donner des faveurs aux laboratoires qui vont dans une démarche d'accréditation. Parfait, merci. Alors, il y a une question de Tofir qui dit quel serait l'impact de l'accréditation, sachant qu'on travaille qu'à une échelle locale? Oui, c'est un argument qui est souvent donné par beaucoup de laboratoires, surtout que le coût de la qualité ou bien le coût de l'accréditation est assez élevé. Mais je vais vous dire une chose. Si vous êtes accrédité, on l'a dit tout à l'heure, on a exposé certains avantages d'être accrédité. La reconnaissance de compétences, pour moi, c'est déjà une valeur très, très, très appréciable et qu'on doit rechercher systématiquement. Un laboratoire accrédité, c'est une reconnaissance internationale de compétences, c'est-à-dire que les résultats ou bien les données issues de ce laboratoire ne sont pas discutées. Maintenant, comment le valoriser en Algérie, c'est vrai, c'est très difficile. J'ai cité tout à l'heure un modèle, je n'ai pas cité le pays, mais c'est en fait la Belgique et même le Royaume-Uni. Ils ont choisi de rendre l'accréditation non pas obligatoire, mais si vous faites, par exemple, vous êtes un patient, vous faites des analyses, vous avez des analyses médicales, vous le faites dans un laboratoire accrédité, vous êtes remboursé à 100%, vous le faites dans un labo non accrédité, vous êtes remboursé à des taux très variables. Donc, en quelque sorte, ça favorise les laboratoires, ça encourage les laboratoires à être accrédités. Là, je pense que c'est un modèle très intéressant pour nous en Algérie. Mais le volet remboursement, il ne suit pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de nomenclature d'acte par rapport en biologie médicale. La dernière date de 87, elle n'a pas été revue depuis. Et c'est très difficile, en absence de nomenclature des actes et de tarification conventionnelle, de valoriser l'accréditation. C'est très difficile. Mais, pour les gens passionnés, pour les gens qui veulent innover, qui veulent se démarquer, qui veulent transmettre ces valeurs-là, l'accréditation, c'est le seul moyen. Et si vous pouvez, je vous encourage à le faire. Oui, exactement. Mais je pense que l'État doit aussi encourager les laboratoires à s'accréditer. Pardon? J'ai dit que l'État doit aussi encourager les Ah oui, laboratoires oui, à oui, bien sûr, obtenir bien sûr, bien sûr. leur Bien sûr. accréditation. C'est des politiques. C'est des politiques. C'est-à-dire si dans un futur proche, l'État algérien décide, en adoptant un certain nombre de décisions, un certain nombre de décisions concrètes par rapport au métier,
et il choisit de rendre l'accréditation obligatoire, je pense qu'il y a beaucoup de laboratoires qui peuvent le faire. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie, docteur Aghani, pour votre temps et pour cette Pas de souci, avec présentation plaisir. très claire. Je remercie tous les participants pour votre participation, pour les questions. Et je m'excuse de petits bugs tout à l'heure qu'il y a eu. On a essayé de régler ça rapidement. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres webinaires. Inch'Allah, vous pouvez nous proposer toutes les thématiques qui vous intéressent via notre page, soit Facebook, soit LinkedIn, soit Instagram. Le webinaire sera rediffusé et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, merci à vous et ça Allah يسلمك, صحة وبركة. Merci. Merci à vous. Voilà.